Bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève du document. Aujourd'hui, et comme toujours, je suis en présence d'Alexandre Ruffier. Bonjour. Bonjour. Et de moi-même. Bonjour. Bonjour. Je sais pas ce que je raconte. Oui, aujourd'hui nous sommes malades. On va faire un petit compte rendu des recos et non recos, ce qu'on a aimé, pas trop aimé à Vision du Réel. À l'édition 2026 du festival Vision du Réel. Peut-être on explique pour celles qui connaissent pas. Vision du Réel, c'est un festival suisse de cinéma documentaire, mais il y a aussi une section internationale. Festival quand même assez reconnu à Nyon, effectivement, qui a eu lieu mi-avril. Ouais. Et auquel nous avons assisté. Oui, en tant que presse. Presse, oui. Et toi, tu as vu 19 films 20 films 20 films. Et moi, 14, je crois. Sur 160 films projetés. Oui, alors déjà, peut-être dire que c'est pas exhaustif ce qu'on va dire. Non. On va parler de ce qu'on a vu. Ouais. On a essayé d'aller voir un peu des films, autant court, long, moyen métrage, des différentes catégories. Ouais. Mais on n'a pas tout vu. Non, on a rattrapé le prix du meilleur film suisse pour pouvoir en parler aujourd'hui. On a vu quelques films primés, on a vu beaucoup de films pas primés. Et c'est toujours un peu la loterie des festivals. Hein. Tu fais en fonction de tes horaires, de ce qui est disponible, de ce que tu vas voir, de ce qui a l'air bien. Du bouche à oreille au bout d'un moment, mais il faut qu'il y ait encore des séances à rattraper. C'est ça, des conseils que tu prends, des gens que tu croises, avec qui tu discutes. Ah, va voir ce film, c'est super. Non. Ça sent le vécu. Et c'était la première fois qu'on assistait au festival. Oui, à ce festival-là en particulier, exactement. Ouais, exact. Et ben du coup... Oui, on commence par les films qu'on a plutôt aimés. Ouais, comme tu veux. Ouais, on commence par le gentil, on finit par le méchant à la fin. L'intérêt, c'est pas de démonter des films non plus, c'est plutôt... ça arrive qu'on n'aime pas des films, surtout en festival où... pour ceux qui y sont jamais allés, je trouve que c'est pas forcément un environnement qui est très adapté à voir des films. En fait, ça fatigue énormément, tu enchaînes. Moi, on a vu peut-être des fois 6 films par jour. Alors, il y avait des courts-métrages là-dedans, mais c'est vrai que tu enchaînes quand même beaucoup les films. Je pense qu'il y a des films qu'on n'a pas aimés, qu'on aurait vu dans d'autres contextes, qu'on aurait plus aimé, parce que ça s'inscrivait dans une fatigue de... Encore un film sur ce sujet-là, encore un film qui utilise cette forme-là. Oui, puis il y a un truc où tu t'avales des films, donc ça devient un espèce de un seul long film de plein d'images différentes. Ouais. Et du coup, t'as un peu ce truc où un film doit vraiment se démarquer pour que tu l'aimes. Et effectivement, il y a des films où on aurait peut-être moins été réticent, mais qui, parce que c'était le 3e long métrage avec un tel rythme de la journée, t'es énervé plus facilement et tu regardes ta montre et t'es putain encore 1 heure à me faire yesh. Enfin, voilà. Et c'est un état qu'on se dirait pas forcément si on n'avait pas vu un film avant, par exemple. Exact. Moi, je suis honnête comme ça. Non, mais c'est important. Et ce qui fait que, oui, en festival, ça peut aussi avoir l'effet inverse où des films vont être relevés par rapport aux autres parce que celui-là, il est marrant, celui-là, il a ça que les autres n'avaient pas. Mais oui, c'est un contexte quand même qui est très particulier, qui est très agréable aussi de voir autant de films. Il y a un aspect aussi, il y a un côté sympathique, en fait, très cool. Mais voilà, il faut aussi prendre ça en compte que c'est pas forcément les meilleures conditions pour voir du cinéma. On commence par le positif ? Oui. Ok, tu veux ouvrir le bal ou j'ouvre le bal ? Ouvre le bal. Ok, j'ouvre le bal avec le tout premier film que j'ai vu de cette édition. Que j'ai pas vu. Que tu n'as pas vu, effectivement, que tu n'as pas pu voir. Et parce que je pense que t'étais pas là ou t'avais pas le temps. Ouais, pendant la 2e séance, tu garais la voiture. Qui s'appelle Meanwhile in Namibia de Jonas Spriesterbach, qui est donc un réalisateur allemand, comme son nom l'indique totalement. Il en faut. Il en faut. Et je vais d'abord expliquer un peu l'objet du film que je trouve très bien et après comment la mise en scène du film vient vraiment élever cet objet vers le rang d'un grand film plus qu'un bon sujet documentaire. Je tease bien le truc un peu. Ouais, ça commence fort. Hein. Alors donc c'est un film qui va regarder le néocolonialisme en Namibie à travers l'industrie du tourisme. Parce qu'il faut savoir que la Namibie a été colonisée par l'Allemagne, qui d'ailleurs au début du XXe siècle y a créé le premier camp de concentration du XXe siècle. Et qui donc, après être parti, avoir rendu, on va dire, le gouvernement namibien aux Namibiens,
a décidé de ne pas reconnaître qu'ils avaient commis un génocide et de leur apporter des aides au développement de projets plutôt que de les soutenir financièrement, c'est-à-dire la population concrètement, et donc notamment dans le tourisme. Et on suit deux Allemands qui vont ouvrir ce qu'ils appellent des musées vivants. C'est-à-dire qu'ils vont aller demander à des villages de recréer leur manière de vivre. Alors, ils l'appellent « avant l'influence allemande », qu'on peut traduire par « avant la colonisation ». Et donc, ils leur demandent de se remettre en habits dits traditionnels, de refaire des chants pour attirer des touristes. Donc ça, c'est ce qu'on suit. Bon, puis déjà, on peut remarquer que c'est un film qui est en même temps très drôle et en même temps horrible à regarder parce que vraiment, tu te prends la violence et l'humiliation que subissent les Namibiens en plein dans la face. Genre vraiment, ce qu'on leur demande de faire, c'est catastrophique, quoi. Ils doivent se mettre quasiment en espèce de culotte ou c'est des bagnes. Les meufs sont seins nus pour les touristes et puis, et eux-mêmes se plaignent. Hein. On voit des plans où ils disent que c'est ridicule, qu'ils savent plus comment c'était de vivre comme ça, qui voient pas le sens, que c'est juste pour les humilier. Et on suit notamment surtout un village qui arrive pas à faire venir des touristes et qui construisent pourtant des anciennes maisons, qui essayent d'attirer les gens, mais ça marche pas. Et bien sûr, les industriels allemands disent que c'est leur faute et que désolé, ils peuvent pas les aider. Donc ça, c'est un peu le contexte de base. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé très très bien, c'était d'abord une espèce de... Le film n'était pas totalement terminé. Ça, c'est toujours un peu drôle. Le réalisateur est venu et nous a dit, bon, le film est à peu près terminé, mais il y a des petits bugs de son. Et il y a quelque chose dans la forme qui restituait un peu ça, où on avait un peu des scènes qui se passaient, puis après il y avait un fondu au noir, puis on passait un peu sur la scène d'après, comme s'il manquait le liant, et au final le liant c'était peut-être un peu ça, ce truc un peu pas fini. Et bon, ça déjà, je sais pas pourquoi, moi c'est une esthétique que j'aime bien, un peu esthétique du brouillon, de la tentative, donc c'était déjà quelque chose de sympathique. Et ensuite, c'est vraiment quelqu'un qui, plus que le sujet, regarde le réel qu'il a en face de lui. Et il y avait vraiment quelque chose où, à chaque fois, la scène commence, qu'on est en train de te montrer, et tu sais pas exactement ce que tu es en train de regarder, tu sais pas la teneur de la violence néocoloniale qu'on est en train de te montrer, et en fait, petit à petit, tout d'un coup, mais vraiment insidieusement, je sais plus comment on dit. Insidieusement, non. Je sais pas, la violence apparaît dans le plan. Par exemple, on voit deux filles qui sont en train de marcher sur une grande étendue et de ramasser des choses. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis elles commencent à parler, puis en fait elles sont en train de citer des parties du corps humain. Et tu comprends qu'en fait elles sont en train de regarder sur le sol et de trouver des os humains. Et en fait petit à petit, tu comprends qu'elles sont dans un ancien camp de concentration en train de se promener. Et c'est d'une violence folle, et ça commence par juste ces deux filles qui sont jeunes, qui doivent avoir 13, 14 ans, et qui sont en train de se promener dehors. Et du coup, au début, tu sais pas que c'est ça. Et tout d'un coup, tu comprends que c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, juste après, tu vois qu'il y a des touristes allemands qui sont en train de camper sur ce camp de concentration. Et on entend deux employés du camp de concentration qui disent qu'eux ne savaient pas que c'était un camp de concentration quand ils ont commencé à travailler, et qui trouvent ça... complètement absurde, le fait que des gens campent sur des os humains qui ont été tués par les Allemands, puis c'est des touristes allemands, donc il y a un truc totalement... voilà. Donc c'est beaucoup de scènes comme ça, où tu vois pas trop où est la violence, puis tout d'un coup tu la découvres un peu de plein fouet. Et d'autres moments qui sont un peu plus étonnants, comme par exemple, tout d'un coup le film est posé dans une vieille maison abandonnée, en train de regarder des photos, je crois, qui sont dans cette maison. Et il y a un hibou qui s'envole. Et du coup, la caméra va suivre le hibou à travers la maison. Donc on va quand même prendre le temps aussi de se laisser regarder le réel et ce qui se passe autour de soi. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très très beau film, horrible, mais beau. Il n'a pas eu de prix. Il n'a pas eu de prix, malheureusement. Et je pense que c'est bien dommage, parce que j'espère que ce film va être distribué, parce que c'est... C'était ton coup de cœur. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film. J'ai trouvé intéressant à la fin de la présentation, enfin de la projection, il y a eu un Q&A, et il y a une dame qui a reproché au réalisateur de passer par quelque chose qui empêche de faire son autocritique, qui met une distance. Elle dit « Ah, les touristes, c'est facile de se dire que c'est pas soi et qui sont ridicules », parce qu'on voit aussi beaucoup de touristes allemands qui essayent tous d'être empathiques avec les Namibiens, mais c'est catastrophique à chaque fois. Il a dit qu'il comprenait la critique, je pense que moi aussi, mais je crois qu'il y a aussi...
Enfin, pour moi, on voyait quand même une violence à l'écran. Surtout de ce que tu as l'air de dire, c'est que le tourisme, c'est la violence. La violence vient du tourisme. Parce que l'Allemagne donne des financements à condition que c'est pour le tourisme. Oui. Et puis en plus, il y a tout ce truc de zoo humain. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était drôle, mais ça occultait pas du tout la violence. Et il y a un autre geste qui fait, d'ailleurs, je pourrais parler longtemps de ce film, donc tu me dis quand on change, mais qui était très très beau, enfin très très fort aussi, plus que beau. C'est en fait de montrer à quel point en fait les Blancs sont toujours ceux qui dirigent et qui sont dans les positions de pouvoir en Namibie. Par exemple, il y a plusieurs scènes, notamment une scène de congrès entre les personnes qui vont aider à développer le tourisme. Et pendant le congrès, on voit des femmes de ménage qui sont en train de ranger une salle où il y a eu une réunion, et elles sont noires. Et elles lisent un peu les feuilles de ce qui est prévu comme tourisme dans leur pays. Et c'est assez ouf comme scène. Ou par exemple, un autre moment où on voit un homme faire un discours. En fait, il est hors champ et on voit le discours sur une petite télé. Tu sais, ces télés à côté des gens qui parlent pour que toute la salle puisse voir. Et t'as un technicien qui est en train de régler les fils de la télé. Et donc l'homme qui fait le discours est blanc et le technicien est lui aussi noir. Donc on voit aussi l'enjeu des classes sociales que le néocolonialisme produit en fait. Ok. Ça avait l'air super, j'ai pas pu le voir, mais on espère, si distributeurs écoutent ou l'ont vu, on espère que ça s'est distribué. Oui. Cool. Cool, non. Top. Le premier film, est-ce qu'on les classe ou non, on les classe pas? Non, on fait pas un top là, ouais. On n'est pas dans mais le top. Mais il est top 1 quand même. Et ben c'est ton tour de lancer le bal. On peut enchaîner sur. Je peux enchaîner rapidement sur le film que moi j'ai vu et que tu n'as pas vu, qui est Good Valley Story de José Luis Guérin. Donc grand documentariste qui n'avait pas fait de film, je crois, depuis une dizaine d'années, et qui est revenu l'année dernière avec ce film et qui était diffusé donc pour la première fois ici en Suisse à Vision. C'est sur un quartier en Espagne, et il filme un peu donc la vie de ce quartier à travers le temps, les différentes communautés, comment ces communautés-là vivent ensemble, à la fois les nouveaux arrivants, les anciens qui sont plus là, qui étaient plus des agriculteurs, parce que c'est aussi un quartier qui a énormément évolué, qui se développe, qui est devenu un quartier dortoir, comme on dit, où les gens ont un appartement ici, puis après retournent travailler au centre-ville. Il le disait dans le Q&A à la fin, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à filmer, à trouver la distance avec ces gens-là. Ça a pris du temps, en tout cas. Et ce qui fait qu'on a rarement une vision d'ensemble de ce quartier. On a un peu du mal à comprendre vraiment où chaque maison se place, où les immeubles sont, où la rivière est par rapport à tel truc. Et ce qui donne un côté un peu utopiste, c'est vraiment des petites poches comme ça qui sont interconnectées les unes aux autres. Et il a beaucoup travaillé là-dessus avec l'arrière-plan, à mettre on s'intéresse à telle personne au premier plan, puis derrière il y a une autre personne qu'on ira voir plus tard ou qu'on a déjà vu qui est là, qui discute avec d'autres personnes, ou à l'arrière-plan il y a tel truc dont on a déjà parlé, etc. Et ce qui fait que c'est un univers qu'on apprend à connaître, mais qui en même temps est toujours un peu insaisissable. Il y a aussi la mise en scène évolue au cours du film. On a d'abord des interviews, puis après on a plus un côté un peu plus cinéma direct, puis après on a un peu plus un aspect mise en scène ou mise en situation. Et on sent que c'est vraiment un film qui s'est fait par étapes, où chaque étape a été aussi l'occasion de changer la mise en scène, de la renouveler. Voilà, je trouve que c'est un film que j'ai bien aimé, tout simplement. Trop bien. Je l'ai pas vu, donc je vais pas pouvoir commenter plus que ça. Du coup, tu veux passer sur lequel maintenant ? Après, on fait Normal Planet. Normal Planet de Étienne Barbier, Guillaume Cos et Quentin Lelgouache, que nous avons interviewé. Écoutez-le. Regardez la vidéo YouTube qu'Alexandre a mis 10 heures à faire. Elle est super. Elle est super. Bon, du coup, on en a un petit peu parlé dans le podcast, mais on peut réintroduire. Vas-y, c'est moi qui avais introduit le film dans le podcast, donc c'est ton tour maintenant. Donc, c'est le nouveau projet des créateurs T'allais dire troisième, mais comme c'était une série, t'étais pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y en a plus. C'est le nouveau projet
Donc des réalisateurs qui ont été dévoilés avec Need Silent, leur premier long métrage qui a eu un bon succès. Oui, qui a quasiment gagné des prix dans, je ne sais pas si c'est tous les festivals, mais en tout cas dans beaucoup de festivals. Et qui est disponible en ce moment sur France Télé, et qui était sur Tank aussi, je ne sais pas s'il y a encore. Et donc il était un film sur DayZ et ses joueurs, et ce jeu-là en particulier en tant qu'espace, et son lien avec... la vie réelle, l'espace entre le jeu et la vie qu'il accueille finalement, et comment ces espaces-là se cohabitent avec ensuite la vie réelle, où la réponse était un peu donnée. La vraie vie, tu veux dire. Ah oui, La vraie vie, ça s'appelle, une série qui est sur Arte, qui explorait cette idée de île et continent, donc l'île étant le jeu et le continent étant le monde en dehors du jeu, et comment les deux... se connecter entre eux. Et nous, on avait très hâte de voir leur nouveau projet, et on était agréablement surpris, et surtout ça nous a convaincus qu'on a très hâte de suivre ce qu'ils vont faire par la suite, parce que Normal Planet, c'est un twist par rapport à cette proposition-là. On n'est plus dans l'exploration d'un jeu et de ses utilisateurs pour voir quel lien éventuel on peut faire avec le monde en dehors du jeu, mais on va aller chercher donc ils sont allés chercher dans un musée à Montpellier. Ils ont enregistré des gens qui commentaient leur visite, les œuvres qu'ils regardaient, parlaient entre eux. Et ensuite, de ces enregistrements-là qu'ils ont fait dans le musée, ils les ont remis en scène dans VRChat, où ils ont créé un musée où ils ont scanné le musée, qu'ils ont recréé dans VRChat, et où ils ont réinterprété avec les vrais enregistrements, mais où ils ont interprété les corps, les réactions, ils ont choisi les avatars de ces gens, et pour rejouer ces discussions. Et un truc, c'était vraiment c'était super intéressant de voir ce twist déjà par rapport à leur proposition antérieure, et comment celle-ci en fait s'inscrit en continuité finalement de cette exploration des mondes numériques, mais en allant un peu plus loin et dans d'autres directions. Et aussi, c'était super drôle. Donc, voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, là, c'est un peu le film où ils jouent avec le jeu. Ils jouent pas dans le jeu, ils jouent avec ce que le jeu leur propose. Et où du coup, ils sont peut-être un petit peu plus en contrôle que quand ils vont dans une exploration plus documentaire, peut-être dans le jeu vidéo. Vu que là, c'est eux qui triturent un peu les enregistrements pour choisir ce qu'ils veulent mettre. On a rapproché ça du travail de Sophie Le Tourneur, d'ailleurs, sélectionner les petits trucs du réel qui nous plaisent, qui le rendent plein, vivant et drôle, pour ensuite les augmenter grâce aux outils du cinéma. Et là, c'est grâce aux outils du cinéma et du jeu vidéo. Et comme tu l'as dit, c'est très drôle. Déjà, il y a ce que les gens disent en tant que tel qui est drôle, parce que c'est marrant. Les gens qui ont choisis sont marrants. Quand ils commentent et regardent le musée, il y a notamment 3 adolescentes qui sont hyper drôles. Mais il y a aussi 2 très très vieux monsieur. On a appris qu'ils étaient très très vieux, on le savait pas. On s'en doutait quand on entendait leur voix, et on a appris qu'effectivement il y en avait un qui avait 98 ans. C'est pour ça qu'il y en a un qui a un dinosaure. Oui, qui a un avatar de dinosaure. Et donc il y a ce qu'ils disent en tant que tel qui est drôle, et après il y a soit ce petit décalage, soit pas du tout un décalage, mais vraiment une augmentation de ce que la personne est. Comme le dinosaure de 98 ans, qui vient créer du comique. Genre, par exemple, on en parlait aussi dans le podcast, mais au début, il y a donc comment on dit, la personne qui surveille l'entrée du musée, qui est une grenouille, qui a une voix incroyable d'ailleurs, tellement sympathique et douce, qui contrôle les gens et qui dit à un personnage ah oui, la bouteille d'eau, vous pouvez pas boire dedans. Et en fait, le personnage est une bouteille d'eau. Son avatar, c'est une bouteille d'eau. Et ça, c'est con, mais c'est drôle, quoi. Ouais, ça marche trop bien. Et donc, il y a vraiment cette double couche d'humour qui vient en même temps montrer à quel point le réel est amusant. Et puis, c'est vrai que c'est drôle. Moi, les musées, c'est bien de le voir comme quelque chose de drôle, parce que moi, je crois que ça me cringe. Ce truc où il y a un peu cette aura un peu silencieuse, où tu dois chuchoter, où tu dois pas trop déranger. Et il y a un peu différents types de générations qui visitent. Les enfants dans un musée, c'est toujours chouette, parce que ça respecte pas ce truc-là, quoi. Ça a envie de crier, courir. C'est toujours les parents qui doivent les faire taire. En tout cas, je sais plus où j'allais avec cette phrase, mais tout ça pour dire que c'était drôle. Ouais, non, c'est drôle. Et puis, moi, je trouve que c'est toujours un processus hyper intéressant d'enregistrement et de repasser d'ailleurs par une fictionnalisation. C'est ce qu'ils voulaient faire. C'est ce qui les intéressait aussi dans ce projet. Et c'est toujours un exercice de sélection. Qu'est-ce qui fait le réel ? Qu'est-ce qui donne des effets de réel ? Et je trouve que ce moment-là de choix, il est toujours passionnant, en fait. Comme on disait de Sophie Le Tourneur, qu'est-ce qui fait le réel d'une famille ?
elle va nous donner la réponse avec l'Aventura, ouais, voyage en Italie, c'est quoi le réel d'un couple? Et c'est ces petits moments-là, et ça donne toujours des moments, ah oui, c'est vrai que moi je vis ce moment-là, je l'ai déjà vécu, et tout ça juste pour dire que on reste toujours quand même dans une perspective documentaire qui est hyper intéressante. Et ce qu'on avait beaucoup aimé aussi, tu parlais des adolescentes, mais c'est le respect en fait avec lequel ils traitent ces adolescences-là, dans toute leur complexité, et dans ce qu'elles sont. Et en fait, elles sont, ce qui est très touchant, c'est qu'elles sont très, très au courant de l'image qu'elles renvoient. Et le fait que eux, on sélectionne des avatars, mais ils jouent aussi avec nos a priori, en fait, sur qu'elles sont interprétées par des personnages qui ressemblent à des personnages d'animé ou de JRPG, un peu Genshin Impact. Ça fait que on colle aussi nos préjugés, et puis après ils vont pouvoir venir les retourner ou nous dire en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est plus subtil. Et donc voilà, je trouve ça c'est un super geste, et puis en plus c'est marrant. Oui, je suis d'accord avec ça. Et puis peut-être rajouter, mais de nouveau, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais qu'au début, on ne sait pas en fait que c'est des conversations enregistrées dans la vraie vie, sur le continent, comme on dit. Et si on a vu les films d'avant, on se dit qu'ils sont nouveau en train de suivre des gens qui jouent à un jeu vidéo. Ce qui est un peu marrant, surtout quand tu te trouves avec les vieux. Parce que tu dis, waouh, ils ont quand même l'air vieux de par leur voix. Donc, tu as un peu envie que ces personnes jouent à un jeu vidéo, même si tu dis, je suis pas sûre c'est la génération qui joue aux jeux vidéo. Ou même avec les adolescentes, parce que je crois que la toute première scène où on les voit, il y en a une qui est au téléphone avec sa mère, et elle lui dit, oui, t'inquiète, je suis en train d'étudier à la bibliothèque. Et il y a ses potes qui se foutent de sa gueule en disant, elle dit qu'elle est à la bibliothèque, mais on est au musée. Alors qu'en fait, c'est quand même bien d'être au musée, on s'éduque. Et du coup, quand tu dis, elles sont dans un jeu vidéo, en train de jouer et de dire ça, il y a un truc un peu marrant. Et en fait, à la fin, quand tu regardes le générique, tu apprends qu'en fait, c'est du coup du documentaire. Ça a été enregistré dans la vie réelle. Mais c'est drôle aussi, du coup, ça rajoute une petite couche d'appréciation de faire, mais le travail de reconstitution est ultra bien réussi. Bravo. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Oui. On a fait 1 heure d'entrevue. Je te propose qu'on passe sur I Don't Speak Dog, But I'll Try. Oui. Et comme ça, on termine sur Nicole, les films positifs. Ouais. Donc I Don't Speak Dog, But I'll Try de Rime Turino, ou Tugino, je sais pas comment on dit, qui est un court-métrage aussi. D'une réalisatrice qui vit à Londres, si je ne m'abuse, et vu l'accent anglais. Et le point de départ, c'est que son chien, à cette réalisatrice, aime beaucoup plus son partenaire. Elle pense que son chien aime beaucoup plus son partenaire qu'il ne l'aime elle-même, alors que c'est elle qui l'a accueilli, qui s'en occupe le plus, même ça va être un mauvais terme, mais c'est son chien théoriquement, c'est pas le chien de son partenaire. Lui, il vit même pas avec elle, il lui rend visite de temps en temps. Non. Oui, ils vivent pas ensemble. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et du coup, elle est jalouse, on peut le dire, et elle décide de comprendre pourquoi est-ce que son chien aime plus son partenaire. Et du coup, elle va faire plein de recherches et d'expériences pour essayer de comprendre. Elle va fouiller autant dans comment les chiens se comportent et la psychologie canine que dans sa propre vie et son rapport à son père, pour voir comment est-ce qu'elle aurait pu reproduire ou être influencée par ce qu'elle a vécu sur son chien, que dans des études justement plus psychologiques sur les enfants qui ont tels parents, et ils se comportent de telle manière ensuite. Enfin, elle va essayer tout ça pour finir par découvrir, je spoil. Non. Je spoil pas. Pour finir par découvrir 3 petits points. Et on a beaucoup aimé ce film aussi, parce que ça nous a rappelé un truc qui est, je pense, très important en documentaire. C'est à quel point les qualités esthétiques d'un film, on va dire la recherche vraiment d'une image léchée, d'un éclairage, d'un décor, de couleurs, d'un travail très important sur les couleurs, n'est pas toujours équivalente à un bon film. À un bon film, exactement. Et c'est un film qui, sans être moche ou raté à ce niveau-là, n'est pas spectaculairement beau. Et on voit que c'est pas du tout l'objectif premier du film, d'offrir une expérience plastique extraordinaire. Comme il y en avait d'autres dans la sélection qui étaient beaucoup plus comme ça, on voyait que c'était vraiment l'objectif de vraiment nous montrer des belles images d'animaux dans des bassins, des choses comme ça, avec un bel éclairage, des couleurs.
Et là, pas du tout, on a un aspect beaucoup plus naturel, naturaliste, neutre, je sais pas comment on pourrait dire, mais vraiment un peu plus banal. Moi, j'allais dire un peu plus pauvre, mais pas en mode négatif. C'est un film qui a l'air d'être fait avec moins de moyens. Et d'ailleurs, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, on en avait, je sais plus dans quel épisode on en parlait, mais du terme esthétique, qui aujourd'hui sous-entend un type d'image très précis. Pas aujourd'hui, Oui, mais très beau, alors qu'en fait, on pourrait aussi dire que l'esthétique, c'est les choix que tu fais dans ton documentaire en tant que mise en scène, façon de capter, de cadrer, toute cette somme des choix qui va donner l'image qu'on va regarder à l'écran. C'est la différence entre esthétique qui signifie la recherche de ce qui est beau et l'esthétique effectivement comme mise en esthétique de quelque chose. Donc les choix que tu fais pour rendre compte d'un sujet, d'un objet, d'une image, etc. Et vraiment, ouais, et le film par contre... Et je pense l'un par l'autre, en fait, l'esthétique, cette esthétique un peu plus pauvre, permet d'accéder à ces émotions qui sont aussi plus simples, en fait, aussi, et plus assez subtiles, parce que c'est pas un sujet qui, de base, est extrêmement lourd, qui est plutôt marrant, qui est plutôt presque une excuse pour faire un film, qui, par certains aspects, va dans des sujets beaucoup plus sérieux, notamment donc, la maltraitance ou... les parents la maltraitance. Si, je crois qu'elle dit quand même que son père était maltraitant ou quelque chose comme ça. Mais qui prend des détours aussi, et puis qui adresse des sujets un peu plus légers aussi, des relations amoureuses, des relations avec les animaux, etc. Et je trouve que cette simplicité de l'image permet en fait à ces sujets-là de gagner d'autant plus en force et de nous toucher d'autant plus que si on avait vraiment un film... beaucoup plus grandiose, qui tout de suite a l'impression de parler à des aspects plus cosmiques du monde ou plus profonds. Là, non, on a un truc très léger, qui paraît très léger et qui, du coup, nous surprend à pénétrer plus profondément dans qu'est-ce que c'est être un être humain, qu'est-ce que c'est avoir des relations avec des autres êtres vivants, que ce soit des autres êtres humains ou des chiens. Et qu'est-ce que ça dit sur nous, notre éducation et tout ça, notre capacité à aimer, en fait, tout simplement. C'est un film qui parle finalement de qu'est-ce que c'est aimer et comment on n'est pas tous égaux là-dedans. Oui, puis c'est ce que comme tu dis, c'est un film qui filme un petit peu l'extraordinaire de l'ordinaire, quoi, qui, à travers une prémisse drôle du quotidien, en fait, va capter plein de choses, parce que dans notre quotidien, il se passe tout ça. Et c'est nouveau un film qui est drôle aussi, malgré des aspects plus tristes, notamment le rapport au père. Mais d'ailleurs, tu as dit des trucs un peu plus légers comme l'histoire d'amour, qui est quand même vécue de manière assez triste parce qu'ils se séparent, mais qui est totalement reliée au quotidien et à travers laquelle on capte un peu tout ce qui s'y passe. Autant ces moments un peu plus tristes, un peu plus légers, un peu plus ludiques. Et j'aime bien ce que tu dis par rapport à l'amour dans le quotidien, parce que du coup, on voit ces deux types d'amour avec cet homme et ce chien. Est-ce que ce film est anticipé selon toi, Alexandre ? C'est pas. Ouais, moi non plus. J'ai pas évalué de cette manière-là. Mais moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que la réalisatrice se montre un peu comme un personnage un peu zinzin des fois. Par exemple, elle va jusqu'à se mettre du pâté pour chien partout sur le visage pour voir si son chien va plus l'aimer. Ou alors, elle filme ce moment que moi j'ai trouvé hilarant parce qu'il revient assez souvent. C'est un plan large dans lequel elle est posée sur son lit avec son chien. Elle lui prend la patte et elle essaye d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Et c'est drôle. Et d'ailleurs, c'est triste et drôle parce que je crois qu'elle lui dit des trucs justement relatifs à sa famille qui sont pas très drôles. Mais il y a un peu cette coexistence des deux dans l'image. Oui. As-tu des choses à ajouter sur ce film ? Non, je pense que j'ai tout dit. Ok. Eh ben, on va passer au film qui a gagné le prix de la compétition nationale suisse, qui est donc Nicole de Lauren Dellenbach. J'imagine que ça se dit comme ça, vu qu'il y a un umlaut sur le A. Oui. Est-ce que tu veux l'introduire ? Alors, Nicole, c'est un film qui a été fait sur 6 ans par donc Lauren Dellenbach, sur sa tante, c'est ça, il s'appelle Nicole, donc qui est la sœur de sa mère, qui est, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est, je ne sais pas comment dire. Ils disent elle est déficiente intellectuellement, je crois que c'est comme ça qu'ils le présentent dans le film. Et donc elle vit toujours chez sa mère, à Nicole, la grand-mère de Lorraine. Et en fait, elle a passé 50 ans. 55 ans. 55 ans. Et sa sœur, donc, la mère de Lorraine, dit que ce serait le moment qu'elle se trouve un appartement toute seule,
qu'elle commence un peu à s'autonomiser par rapport à la relation qu'elle a avec sa mère, avec qui elle n'a jamais arrêté de vivre. Et c'est un film qu'on a beaucoup aimé, toi et moi, qu'on avait raté malheureusement à Vision, mais qu'on a pu rattraper depuis qu'il a gagné un prix, qui en fait est très... un peu comme ce qu'on disait avec Apprendre, c'est-à-dire que c'est un film qui, par son dispositif, en disant je vais faire un film sur toi, ça crée un espace politique avec cette personne, c'est-à-dire je crée un espace où tu as une capacité de vivre, où tu as une capacité d'interaction, tu as une capacité à modifier les choses qui se passent avec moi, devant la caméra, et ce qui est déjà assez fort par rapport à ce personnage, donc on a peu l'habitude de voir encore malheureusement au cinéma, que ce soit en documentaire ou en fiction. Et aussi, purement simplement, c'est que je trouve que Nicole est un personnage qui est quand même assez passionnant à regarder évoluer. Elle a un visage qui est hyper vivant. Il se passe toujours quelque chose sur son visage, que ce soit dans les mouvements de ses yeux, de sa bouche, d'elle-même, de ses mains, de sa tête. Mais aussi dans son regard, on a toujours l'impression qu'il se passe quelque chose derrière son regard, qu'elle est en train de réfléchir à quelque chose. On sait jamais vraiment quoi. Tout simplement, c'est quelqu'un qui est marrant, qui est touchant, et qu'on apprécie voir évoluer, qu'on apprécie voir parler, discuter avec sa famille. Oui, et elle a un truc aussi qu'elle fait qui, je trouve, rend ça très vivant, c'est qu'elle regarde tout le temps la caméra. Pas tout le temps en continu, mais dans à peu près chaque scène où elle est captée, elle va avoir des petits regards caméra, soit pour faire un sourire, des fois elle fait une grimace, des fois juste elle regarde ce truc où elle n'oublie pas en fait l'existence de la caméra, où elle fait pas semblant de l'oublier, comme des gens pourraient le faire, d'ailleurs comme le reste de sa famille le fait dans les scènes. Et je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a plu en fait, cette espèce de visibilisation de la caméra. Et bien sûr des fois il y a Lorraine qui vient dans le plan, donc on la voit, mais il y a aussi cette existence du fait qu'on la filme par ce geste-là. Et je sais pas, je vais utiliser le terme le plus bateau au monde qui devrait être banni de la critique, mais ça fait un peu... bannis-le alors. Mais je le fais quand même, voilà. Ça amène une fraîcheur de montrer la caméra. Non, puis il y a ce côté... Je trouve il y a des aspects, mais je me suis pas extrêmement penchée sur cette analyse, qui font penser à la série belge Striptease. Parce qu'on capte Nicole, mais on capte aussi donc sa famille, on capte aussi beaucoup la maison dans laquelle elle et sa mère vivent, qui est cette espèce d'énorme maison qui est assez intrigante, parce elle paraît assez opulente, mais en même temps, il y a un peu des trucs qui ont l'air un peu vieux, et il y a, je sais pas... Elle est vieille, c'est une vieille maison. Oui, c'est une vieille maison. Et en même temps, des fois, elle est un peu déprimante, cette maison. Je sais pas comment on peut trop traduire une maison qui a l'air déprimante, mais... Regardez le film, vous verrez. Donc on pose très très bien tous ces personnages finalement, et à travers Nicole on capte aussi ce contexte familial et les enjeux qui travaillent peut-être la famille plus généralement, l'émancipation des enfants par rapport aux parents, là surtout la mère, parce que d'ailleurs on fait pas du tout mention du père, il apparaît dans des images d'archives mais on sait pas où il est. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire, ou si toi tu veux dire autre chose. Un peu sur la même chose que sur le film précédent, j'ai pu en discuter très rapidement avec la réalisatrice, où il y avait cette tension entre faire des belles images et puis filmer tout simplement le quotidien. Et c'est son premier film, et elle se demandait est-ce que j'ai réussi à faire des belles images, est-ce que mes images sont belles, et ça l'a stressé un petit peu. Et moi je trouve qu'elle a trouvé un assez bon équilibre en fait entre effectivement des images qui sont jolies à regarder, qui ont une recherche d'esthétisme, que ce soit les images de la nature, de la maison, tout ça, et aussi des images du quotidien qui rendent en fait justice à la banalité du quotidien, parce que le quotidien des fois c'est pas très beau, c'est un peu moche, c'est mal éclairé, il pleut, il fait pas très beau, il y a un peu un grain, voilà, on est mal habillé, et je trouve qu'il y a un très bon équilibre encore, ça qui nous permet en fait d'accéder aussi à ce quotidien de Nicole, parce que le quotidien de Nicole il n'est pas toujours très rose, ou des fois il est un peu ennuyant, des fois il est un peu chiant, des fois il fait pas beau, et dans un film comme ça qui essaye aussi d'atteindre sa vie, une vie, il faut aussi donner de la place à ces moments plus lents, plus calmes, un peu moins des temps faibles en fait de la vie, plutôt que de toujours se contenter de rester sur des temps forts. Et il y a aussi ce fait que les temps forts de la vie de Nicole ne sont pas les mêmes que ceux de d'autres personnes, parce que elle n'a pas les mêmes priorités que d'autres, elle n'a pas les mêmes difficultés dans la vie que d'autres personnes, et j'ai l'impression que le film les traite aussi
adéquatement. Les temps forts sont traités comme des temps forts et les temps faibles également. Et voilà, je trouve que c'est un film qui nous donne à voir de façon tout à fait juste et pertinente le quotidien de cette femme et la traite avec, je pense, aussi pas mal de respect et de justesse. Oui, et moi, il y a 2 gestes que j'aime bien aussi dans le film que je vais décrire. Il y a un plan ou une façon de capter le lieu qui revient plusieurs fois. C'est à travers l'embrasure de la porte. Ça arrive à plusieurs moments que la réalisatrice pose sa caméra donc dans l'embrasure d'une porte et capte ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Et moi, j'aime bien ce geste. Si on veut aller un peu dans la métaphore à 2 balles, ça vient un peu représenter peut-être l'espace de la caméra aussi, ce fait qu'il y a un peu une interface, que t'es pas vraiment dans la même pièce. Enfin, je trouve que c'est assez plaisant à regarder. C'est, comment on appelle ça, un surcadrage d'ailleurs, je crois aussi, parce que ça vient créer du coup un hors-champ dans le champ. Voilà, petit terme technique. Donc ça, j'ai bien aimé comme façon d'habiter les lieux avec sa caméra, de se poser un petit peu en dehors, qui peut-être traduit une pudeur aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de la pudeur dans la manière dont Lauren Dellenbach, elle capte ce lieu et sa tente. Et l'autre élément que j'ai bien aimé, c'est la présence des romans photos dans le film, parce que du coup, Nicole a l'air de lire beaucoup de romans photos qui se trouvent dans un magazine qui s'appelle Nous deux, je crois, qui sont des histoires d'amour. Et d'ailleurs, c'est un sujet, entre autres, dans le film. Est-ce que Nicole a un amoureux ? Parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir en parler, mais elle a l'air d'en avoir un. Qui intrigue la réalisatrice, au point où des fois elle vient un peu déranger Nicole, qui veut pas qu'elle la filme pendant qu'elle est au téléphone, puis elle continue, ou lui poser des questions alors qu'elle veut pas en parler. Il y a cette super scène là au début où elle lui fait des gestes comme ça de la main pour dire qu'elle doit couper la caméra de s'en aller, oui. Et tu comprends pas trop pourquoi. Puis elle part pas. Puis moi j'aime bien que ces moments ils restent aussi de montrer que avec la caméra parfois on est intrusif et de pas faire comme si on était tout le temps parfait. Et de montrer ça. Et du coup, elle propose à Nicole, la réalisatrice, de faire leur propre roman photo à la fin. Donc il y a tout un shooting photo qui est un moment d'ailleurs assez drôle. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le geste d'insérer les photos avec les dialogues et de les lire d'une voix plus ou moins neutre. De nous faire voir le roman photo dans un film, de changer son mode de présentation d'image, d'aller avec des images figées et des bulles et de les lire. J'ai trouvé ça assez chouette comme je vais dire tentative, mais avec beaucoup d'admiration pour ce mot. Je trouve que c'est chouette, des films de nouveau qui tentent des choses, et donc d'essayer d'insérer finalement ce type de média, le roman photo, dans le cinéma. Ouais, je suis d'accord, et ça c'est un des aspects que moi j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est un film qui se pose la question de la limite du documentaire. Jusqu'où le documentaire peut aller, a le droit d'aller, parce qu'effectivement quand une caméra est là, les réactions des gens ne sont pas tout à fait les mêmes, ils vont peut-être dire des choses qu'ils n'auraient pas dit autrement. Et où est-ce que, en tant que documentariste, j'ai le droit d'aller avec ça ? Et notamment, il y a cette question de... Nicole ne veut pas parler de son amoureux, mais ça ferait un bon sujet pour le film, donc je me sers aussi un peu de la caméra pour essayer de lui faire parler. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est en train de flirter avec une limite que peut-être éthiquement elle n'est pas prête à dépasser ou qu'elle n'a pas envie de dépasser, et elle revient en fait à plusieurs reprises là-dessus, où elle change d'avis, et je trouve que oui, effectivement, de mettre en scène ces discussions-là, ces débats-là qu'on a en tant que documentariste lorsqu'on capte le réel, qui est assez intéressant et qui s'inscrit totalement dans la démarche du film, qui est de respecter Nicole en tant que personne. Et si elle ne veut pas, elle a le droit de pas vouloir et de refuser, en fait. Et ça fait partie aussi de ce truc-là d'émancipation qu'elle est en train de vivre avec sa mère. Aussi, elle a le droit d'imposer des choses, en fait, même au cinéma. Et peut-être un dernier point encore, on en parle beaucoup, mais quand on aime bien un film, je crois que c'est cool de se permettre ça. Je vais essayer de trouver comment le formuler bien. Mais c'est sûr que nous, quand on connaît le sujet, on vient avec des a priori sur le film. Encore plus quand il s'agit de personnes plus ou moins en situation de handicap, vu que c'est pas tout à fait clair, sur la façon dont c'est moralement OK de se comporter avec, de les filmer. Toujours d'ailleurs dans cette idée un peu de distance avec les personnes. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes dans le film où on parle de Nicole devant elle à la troisième personne. Nous, on vient aussi avec tout ça. Et donc, il y a notamment une première scène avec sa sœur, à Nicole, donc la mère de la réalisatrice, où elle l'engueule
parce qu'elle trouve qu'elle achète trop de trucs, qu'elle remplit pas bien ses fiches d'impôts ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et elle l'engueule. Parce qu'elle a acheté 6 mois de bonbons vitaminés. Oui, c'est ça. Et plein de livres et plein de choses. Et toi, c'est la première fois que tu vois cette protagoniste avec Nicole et tu te dis, bon, c'est un peu intense de l'engueuler comme ça, en fait. Donc, t'es dans cet a priori, finalement, cliché de il faut être hyper gentil. Et en fait, au fur et à mesure du film, tu comprends que la mère, c'est celle qui pousse en fait pour l'émancipation de sa sœur. Oui. La mère de la réalisatrice et la sœur de Nicole, ouais. Faudrait un petit schéma familial. Que c'est elle qui pousse pour que sa sœur s'autonomise, qui pense au fait que un jour, la grand-mère, la mère, enfin voilà, va mourir et que du coup, Nicole doit apprendre et qu'elle fait face à une résistance quand même de la part de sa mère à elle. Et du coup, qu'en fait, cette colère ou cette façon un petit peu plus rentre dedans de parler au début, en fait elle est pas si négative, c'est plutôt une façon d'encourager Nicole à s'autonomiser et une forme d'honnêteté aussi avec comment elle est avec sa sœur, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est toujours un truc hyper que j'aime beaucoup voir dans les films qui traitent de l'intime, de la famille, des relations sociales. C'est un grand mot peut-être, mais c'est cette violence des rapports sociaux qu'on perçoit quand on connaît pas les gens, parce qu'en fait ça c'est quelque chose qu'on a tous entre nous. On se parle mal des fois avec nos conjoints, nos sœurs, nos peu importe, des gens qui nous sont proches, on se parle mal, mais c'est inscrit dans des relations sociales qu'on a depuis plusieurs années et donc ce n'est plus perçu comme se parler mal. C'est juste que c'est la façon dont on a de se parler entre nous, et c'est admis. Alors des fois ça dépasse des limites, il faut les replacer, et quand on rentre dans l'intimité de quelqu'un, il y a toujours ce moment de recul, dit waouh, ces gens se parlent un peu sèchement, et effectivement il y a un temps d'adaptation à comprendre en fait d'où vient ce truc là. Est-ce que c'est juste cette personne qui est un peu comme ça, ou d'où est-ce que ça vient, etc. Et je trouve que l'évolution que subit le personnage de la sœur tout au long du film, effectivement, est très intéressant, de cette personne qui paraît un peu plus sèche que les autres et qui se dévoile petit à petit comme étant extrêmement attentive à la vie de Nicole, à ses émotions, et qui s'en fait beaucoup en fait pour sa sœur. Et ça, je trouve ça effectivement c'est quelque chose que le cinéma peut capter, c'est cette sécheresse parfois des rapports sociaux qu'on a, mais nous, en tant que personne, on a arrêté de percevoir. Et puis ça m'a fait penser à une des toutes premières scènes de Une famille de Christine Angot, dans cette idée que la violence prend pas toujours la forme qu'on attend. Ouais. Avec donc cette belle-mère ultra bourgeoise et Christine Angot qui défonce sa porte pour rentrer. Défonce pas, elle met le pied. Non, elle donne un coup de pied dans la porte, je crois. Ah ouais ? Ouais, bon, peut-être que les souvenirs ont exacerbé. Mais en tout cas, où Christine Angot paraît plus vénère et plus violente que la belle-mère qui paraît plus calme. Et où en fait, on comprend que ce calme, c'est aussi la passivité face à l'inceste que Christine Angot a subi. Et que, en fait, c'est d'une violence mais monstrueuse. Oui, puis en fait, elle est hyper calme quand tu vas la voir, et puis dès que t'as passé la porte, elle appelle son avocat pour te faire un procès. Oui, c'est ça. Donc c'est pas... Enfin voilà, le parallèle s'arrête à ça, mais cette idée que, cette sœur, pardon, qui rentre dedans dans Nicole, et en fait, tu te rends compte que c'est pas là où il y a une forme de violence, parce qu'il peut y en avoir aussi dans cette idée dans la grand-mère qui, par exemple, ne veut pas forcément laisser partir sa fille. Donc voilà, ça c'était Nicole, prix de la compétition nationale suisse. Et peut-être qu'on arrivera à faire une entrevue avec sa réalisatrice. On va voir. On tease. Et peut-être, du coup, maintenant qu'on a fait les films positifs, on passe sur les films qu'on a un peu moins... t'es gentil. Il y en a un qu'on a un peu moins aimé, qui est Landmark à Orland de Lucrecia Martel, dont on voulait un petit peu parler, donc qui est un film qui se passe donc en Argentine sur le procès donc de 2 propriétaires terriens qui ont tué une personne, d'un peuple autochtone. Comment je dis peuple autochtone, indigène, je crois ils disent. Je sais plus comment ils disent dans le film. Donc d'Argentine, pour des questions de propriété privée,
de traités, de capitalisme et de colonialisme. Il a été tué par balle, et donc il y a le procès qui se tient plusieurs années, presque 10 ans après, je crois, ce qui s'est passé. Et c'est un film qui est à la fois, je trouve très intéressant, mais qui est aussi un film qui atteint rapidement ses limites, et je trouve que c'est des limites qui sont intéressantes à adresser. Je pense que le film, pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien aux conditions des peuples autochtones, que ce soit en Amérique du Sud ou du Nord, va permettre d'apprendre beaucoup de choses, je pense, sur ce sujet-là, sur les dynamiques coloniales qui ont eu lieu, qui ont encore lieu aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la colonisation en Amérique du Sud du Nord ne s'est jamais terminée, elle est toujours en cours, que ce soit par les États-Unis, par le Canada, par l'Argentine, et que les tensions racistes sont extrêmement fortes encore, que les tensions d'appropriation des terres sont encore très fortes aujourd'hui, se sont modifiées, n'ont plus exactement les mêmes teneurs, mais je pense que c'est très important de s'y intéresser, surtout depuis l'Europe où ça ne nous intéresse pas, où encore des gens utilisent le terme indien pour parler de ces gens, alors que c'est un terme très insultant qui est refusé par les peuples autochtones de ces différents territoires, parce que c'est un terme qui gomme leurs différences, qui gomme parce que ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes religions des fois, les mêmes dieux, les mêmes pratiques. Donc les rassembler sous un terme en plus qui n'a rien à voir, c'est pas très respectueux au bas mot. Mais donc je pense que c'est un film qui permet de bien parler de ces sujets-là dans sa première partie. Mais je pense que c'est un film aussi qui est un peu enfermé dans sa forme chronologique, qui veut absolument, en voulant respecter la matière historique du récit, de ce qui s'est passé, des événements, les gens, s'inscrit dans un truc très chronologique avec d'abord les événements, puis le procès, puis la fin du procès, puis le fait que les procès n'aient servi à rien. Et en voulant à ce point respecter quelque chose comme ça, de très balisé, je pense, se coupe des possibilités que le film avait, et qu'il a dans une scène où le film a très bien conscience que la justice a ses limites, et qu'il est là aussi pour lui-même, en tant que film, régler certaines injustices, faire un travail de justice par lui-même en dehors des tribunaux. Notamment une scène où y a les gars qui sont au tribunal racontent n'importe quoi, et leurs avocats racontent n'importe quoi, et elle coupe au montage avec des experts qui les contredisent dans un autre espace-temps. Et à ce moment-là, le film vient ajouter au procès, vient dire non, en fait, se rajoute par ses outils en faisant un travail qui est sur le réel. Et sauf qu'il le fait une seule fois, ou alors d'autres fois, mais un peu plus subtilement. Et je pense que c'est trop subtil. Et voilà, donc je trouve que c'est un film qui est intéressant, qu'on peut regarder, qui n'est pas, que je vais pas vous dire ne le regardez pas, qui je pense peut vous toucher, surtout si vous connaissez pas du tout ces sujets. Mais si vous êtes un peu sensibilisé à ces sujets-là, c'est un film qui vous apprendra pas grand-chose malheureusement, et qui dans sa forme, je trouve, est un peu limité. Oui, puis il y a aussi toute cette énorme partie, deuxième partie, où on met un peu de côté le procès, et où en fait on va suivre à travers des photos les archives de la famille qui donc fait le procès. Et malheureusement, en fait, ça prend pas. Des fois, ça marche pas, ou on n'arrive pas à trouver la façon de mettre en récit qui parvient à trouver ce qui est intéressant en fait dans cette matière du réel. Et là, en fait, du coup, on se prend beaucoup de photos de gens qu'on connaît pas pour nous raconter d'une façon qui est pas ultra intéressante, malheureusement, la vie qu'ils ont vécue. Et c'est quand même, du coup, très très long comme moment avant de revenir à ces gestes plus intéressants, peut-être dans le procès, comme t'en parlais. En fait, c'est un film qui a un peu le même propos que le film de Scorsese, Killer of the Flower Moon, qui montre comment le droit et les lois servent à la colonisation, et comment la bourgeoisie blanche en Argentine utilise la loi et la propriété privée pour son propre bénéfice, pour coloniser en fait les peuples autochtones. Et s'auto-justifier de la violence qu'elle fait en disant c'est légal, oui, alors que c'est eux qui ont produit les lois, quoi. Regardez, j'ai un papier qui dit que voilà. C'est ma terre, donc pas de bol. Hein. Et sauf que si tu veux avoir ce propos-là dans un documentaire, il faut aussi avoir des moments de recul, des moments où la forme permet de venir un peu faire de la friction avec le réel. Et c'est vrai que faire le choix de faire des passages d'archives historiques sur les protagonistes,
je suis pas sûr que ça permette cette déconnexion-là, et ça permet vraiment de comprendre avec une hauteur de vue les intrications de la loi, du capitalisme, de la production, de la colonisation en Argentine, quoi. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Eh bien, passons au film suivant. On va dans le de moins en moins aimé. De moins en moins aimé. On va avec The History of Concrete, parce que je ne l'ai pas détesté, mais je ne l'ai pas non plus... Je ne l'ai pas vu, donc je te laisse... Oui. Donc, qui est le film de John Wilson, qui a fait la série How To with John Wilson, comme son nom l'indique, que j'ai pas vraiment vu. Je pense qu'on avait regardé 1 ou 2 épisodes, pas plus. Mais c'est drôle, je crois. Du coup, si je me rappelle bien, c'est horrible de dire ça comme ça. Et je connais pas trop le concept de la série, mais je crois que c'était un peu, il allait filmer un peu des petites images de plein de trucs un peu partout, puis après il créait des petites narrations sur des choses. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en fait en regardant History of Concrete, mais je pense que c'est un peu d'autres trucs, donc je sais vraiment pas sourcer ce que je raconte. Et donc là, il faut quand même le dire, c'est un film qui avait une prémisse qui était 100 fois plus intéressante que ce qu'il a montré. Genre vraiment, quand on parle d'horizon d'attente, donc c'est ce qu'on va développer comme attente avant de voir un film par rapport à ce qu'on va voir, c'était énorme et franchement, j'ai été vraiment déçue. Mais parce que c'était un film qui se présentait comme John Wilson va suivre une formation sur comment faire des téléfilms romantiques et décide d'appliquer ce qu'il apprend à cette formation à une enquête qui mène sur le béton. Et donc tu te dis, trop cool, un téléfilm romantique sur le béton, moi je prends, je veux voir. Et en fait, c'est pas du tout ça. Le film, vraiment, c'est pas ça. On a effectivement une scène où il suit une formation Netflix, parce que c'est pendant la grève qu'il y a eu des scénaristes et des actrices à Hollywood, donc il n'y a plus grand-chose à faire. Et il suit une formation Netflix sur comment faire des téléfilms. Mais c'est tout, en fait. Ça n'a pas d'autre impact dans le film. Et en fait, c'est assez symptomatique de tout le reste du film. C'est-à-dire que John Wilson va un peu suivre une piste et l'explorer à peu près, mais jamais en allant au bout, puis après il va laisser tomber, puis on va jamais en reparler. Puis ça aurait pu être une esthétique un peu de chercher, puis de pas trouver, puis de partir, sauf que ça marche pas. Il n'arrive pas à en faire une matière, à en faire un dispositif en fait. Et ça devient même un peu agaçant parce que ça peut-être c'est limite pas plus mauvais, peut-être un des points intéressants, mais il se présente vraiment comme une pauvre petite victime qui a plus beaucoup d'argent alors qu'on le voit être propriétaire d'un immeuble et avoir des locataires. On le voit assister notamment à un dîner très prestigieux en l'honneur de Kim Kardashian, entouré de plein de stars. Donc ça peut-être ce contraste et cet agacement et peut-être quelque chose d'intéressant, mais le reste du film, franchement, ça marche pas. On s'ennuie beaucoup. Et ouais, je sais pas vraiment quoi dire de plus qu'il arrive pas à suivre des pistes. Il essaye d'explorer le béton, mais il sait pas trop par quel bout le prendre. De nouveau, il part un peu partout. Il essaie d'aller à la rencontre d'individus qui croisent pour essayer d'en faire des protagonistes de son film, mais il s'y intéresse jamais vraiment assez. Donc voilà, c'est dommage. Alors qu'il y a Tim Robinson et Nathan Fielder qui font des caméos. Oui. Exactement. Tu m'as dit. Qui ont travaillé avec lui les deux, je crois d'ailleurs. C'est pour ça, à mon avis, qu'on les voit. Et c'est dommage parce qu'il y avait un peu quelque chose à faire avec ce personnage qui voulait un peu obsédé par le fait de trouver quelque chose à dire dans son film. Notamment, il y a un moment où il va voir des gens qui font une grève par rapport au béton. Et avant ça, on savait qu'il cherchait un musicien pour son film, pour essayer de le vendre à des producteurs, parce qu'on veut bien lui donner de l'argent, parce que c'est aussi un film méta qui explique le processus du film tout au long du film. Et du coup, il cherche à faire un biopic sur un musicien, parce que ça vend. Et du coup, il va donc filmer ses grévistes, et il y en a une qui lui dit « Je suis chanteuse », et il dit « Ah, vous êtes chanteuse ?» Et ça cut, et on se retrouve dans l'appartement de cette chanteuse en train de lui montrer comment elle chante. Et du coup, ça, c'est un peu drôle parce que ça vient un peu matérialiser son obsession et le fait que du coup, il va aller suivre des gens parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est un plan, puis le reste du film, c'est plutôt pas ça, quoi. Et dommage, déception de ce festival. Déception, effectivement. Après, ne connaissant pas particulièrement le cinéma de John Wilson, je l'ai pas forcément... je l'ai peut-être pas aussi bien reçu que des gens qui aimeraient sa série ont pu le recevoir. Mais t'étais pas la seule à pas avoir aimé. Il y avait plusieurs personnes qu'on connaissait qui y sont allées et c'était un peu l'avis général que c'était un peu C'était un peu sur-hypé quand même comme film. Mais Claude Bechtold va faire un film sur le béton. Oui. Il a fait une BD sur le béton. J'ai beaucoup d'espoir. Qu'on vous conseille. Et il a eu un prix. Non, il a eu un financement, une bourse à Vision du Réel l'année dernière pour faire un film sur cette BD. Et on espère que ça sera vachement mieux. J'en doute pas.
On n'a pas de doute. Ok. Qu'est-ce que tu veux passer entre les 2 derniers films que nous avions prévus ? On peut commencer. Donc là, c'est vraiment 2 films qu'on n'a pas du tout aimés. Il y en a un, c'est pas sa faute, c'est la nôtre. Et il y en a un autre, c'est clairement sa faute. Ah oui, et on est fâchés. Et on est fâchés. Et on pensait que c'était important d'en parler. On peut peut-être commencer par celui-là et terminer par l'autre. Donc c'est Last May in Theaters, qui était un court-métrage. Arif Boudiman. Qui était dans la même sélection que Normal Planet et un autre film qui s'appelait Visite guidée, qui a gagné un prix, je crois, Visite guidée. Et qui est c'est un film sur quelqu'un qui vend des tickets dans un cinéma, je crois en Indonésie et en Corée du Sud, ça se mélange un peu, je crois. Le film m'a beaucoup énervé, donc je suis désolé si j'ai pas tous les détails, et qui relate en fait des actions plutôt violentes, des révolutions qui vont se passer en Indonésie. Et de la répression de la répression très forte policière qu'il va y avoir contre les opposants politiques qui essayent de prendre le pouvoir. Et c'est un film qui utilise l'IA générative pour représenter ces images de violence en partie. Il y a quelques images d'archives, des vraies, qui sont mélangées à d'autres images en IA générative. Et ça, c'est un no-go pour nous. Ah mais complètement, mais je ne comprends pas. Alors, je n'ai pas fait de recherche sur le film parce que j'aurais peut-être dû, mais je ne comprends pas le projet de faire ça et je ne comprends pas la sélection de ce film. La question de l'image manque. Je veux dire, il y a Ritipan qui a fait un film qui s'appelle L'image manquante et qui parle justement de cette question de qu'est-ce qu'on fait des images d'événements particulièrement brutaux. Alors lui, il parle du génocide au Cambodge, mais je pense que cette logique de l'image manquante peut être étalée à d'autres événements particulièrement d'ailleurs, c'est violents. des gros débats sur les camps de concentration en Allemagne aussi. Oui. Avec Georges Didier Huberman. Par exemple, qui parle aussi d'images de biais, parce que même les images que l'on a sont des images qui ont été prises par de biais, qui ont été prises en étant cachées, quand c'était des prisonniers qui prenaient les photos eux-mêmes, par exemple, parce que ça arrivait très rarement. Donc oui, il y a cette idée de l'image de ces actes particulièrement barbares, particulièrement violents, qui sont commis par des régimes, ou l'armée, ou la police, ou peu importe, et de décider de la passer par un outil d'image générative, qui est un outil ce n'est pas caché, c'est un outil qui est financé par des gens qui ont des accointances avec le fascisme. Je veux dire, OpenAI, Sam Altman, Palantir et tout ça sont des gens qui ont des relations avec des néo-nazis, qui s'en cachent pas, avec Curtis Yarvin, Donald Trump. Qui sont des technofascistes. T'es sympa avec les accointances, moi je les aurais... Oui, d'accord, oui, on va y aller. Qui sont des techno... Non, mais ils sont à des degrés divers, ils sont pas tous complètement néo-nazis. Il y en a, ils le sont un petit peu, il y en a, ils sont un peu moins. Ils sont pas tous complètement néo-nazis. L'histoire retiendra voilà. Ils sont... cette phrase. Donc oui, et de dire, en fait, je n'ai aucun problème à passer ces images-là dans des outils, aujourd'hui des outils qui sont utilisés par le fascisme. On se rappelle quand même de la Riviera de Gaza, où l'image générative est utilisée pour faire advenir un cauchemar fasciste, pour justifier des bombardements, des investissements et tout ça, où Donald Trump utilise l'image générative, le gouvernement de Donald Trump, pour effacer les faits réels, pour créer des alternatives facts, pour appuyer des mensonges, et ce film-là va utiliser cette même technologie pour faire advenir de fausses images de vraies violences qui ont été commises, qui existent en plus parce qu'il en met d'autres. Donc il y a des images de ces événements-là, et même il y a des dictatures où il y a eu des événements particulièrement barbares où il n'y a pas eu d'images. Et on peut quand même faire des films là-dessus sans créer des images. On peut quand même réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire l'absence d'images ? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir d'images de ça ? Est-ce que créer des images de ça, aujourd'hui, comment on fait ? Qu'est-ce que ça veut dire de créer des images à partir de ça ? Et là, on a l'impression que ces questions sont complètement balayées comme ça, en utilisant de l'IA générative. Alors, c'est jamais dit dans le film qu'il utilise de l'IA générative. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de réflexion, de voix off qui nous dit « il n'y avait pas d'image, j'ai utilisé l'IA générative ». Il n'y a pas de... C'est pas le sujet du film. Encore, ça aurait été le sujet. Ça aurait été qu'est-ce qu'on fait de l'IA ? Est-ce que l'IA peut nous aider ? Est-ce que l'IA machin ? Non, c'est pas le sujet. C'est balancé comme ça, comme une possibilité pour réfléchir à ces questions-là. Et c'est de la merde.
Et puis c'est ultra moche. Enfin, c'est pas... Et c'est inintéressant à regarder. L'espèce d'esthétique, parce qu'en gros, c'est des corps qui bougent un peu en laissant des traces. C'est des vieilles images d'IA, c'est pas les IA les plus récentes. Elles ont quelques années, ces images-là, j'imagine, ou quelques mois. Et donc oui, c'est un peu de la pâte à modeler dégueulasse qui bouge. Oui, puis du coup, pour rajouter en plus, parce que je suis ultra d'accord avec tout ce que tu as dit, et je pense que c'est le premier truc qu'on doit dire par rapport à l'utilisation de l'IA. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'aussi, l'IA aujourd'hui est en train de détruire le travail des artistes. Et pas que des artistes d'ailleurs, mais entre autres des artistes et des cinéastes. Beaucoup de monde. Et elle détruit et elle exploite. Exact. Et du coup, d'accepter de les intégrer dans des films et ensuite de les sélectionner pour les projeter en festival, je trouve que c'est quand même s'inscrire dans valider ça en fait. Et je trouve que c'est alarmant. Et moi, je trouve qu'on devrait être dans un refus radical des œuvres avec l'IA. Moi, je pose ça. Oui, parce que on parlait de technofascisme, il ne faut pas oublier que l'IA, de 1, elle a besoin de data centers qui sont absolument dégueulasses pour l'environnement, qui sont construits dans des zones souvent très pauvres ou alors aux États-Unis peuplées par des personnes, plutôt des classes populaires, donc des Noirs américains la plupart du temps, ou des Hispaniques. Donc c'est aussi du racisme, c'est aussi une forme de néocolonialisme, et c'est aussi des IA qui sont entraînées par des pays du Sud pour des sommes dérisoires. Donc c'est aussi une forme d'exploitation néocoloniale pour que ces images fonctionnent. Donc il y a aussi tout ça qui est complètement balayé d'un revers de la main. J'utilise un outil comme ça. Puis même, je suis d'accord que dans le Sud global, c'est là où ça commence à être, c'est là où ça s'exploite le plus. Mais on a aussi aux États-Unis Amazon qui a prévu de virer 3000 personnes parce qu'ils vont utiliser l'IA générative. Aujourd'hui, on fait de moins en moins appel aux artistes, aux graphistes par exemple, parce qu'on génère des images. Amazon, ils viennent de montrer un 4x4 équipé d'IA pour traquer les gens qui traversent la frontière américaine. Donc, Non mais, enfin voilà, moi ça peut donner l'impression qu'on s'énerve contre ce petit film et ce petit réal qui a rien demandé, mais en fait, il faut réfléchir avec ce qu'on utilise et autant lui que Vision du réel. Et malheureusement, je pense que ce film n'aurait pas été sélectionné s'il n'avait pas été fait en IA. Je pense que c'est aussi parce que là on sait Vision du réel, mais ça fait quelques années que dans les festivals il y a systématiquement, dans beaucoup de festivals, pas tous, 1 ou 2 films faits en IA qui a une espèce de pied dans la porte de c'est le futur. Oui, mais ça, c'est un film qui réfléchit à l'IA. Non, mais ça, elle est intéressante, cette pratique-là. C'est important de se demander... Il faut se poser des questions systématiquement. Et ce qu'on oublie, pas ce qu'on oublie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les festivals, l'une de leurs grandes objectifs, missions, tâches, c'est de faire advenir les cinéastes de demain. C'est-à-dire qu'une sélection au festival, d'autant plus à Vision du réel qui a quand même une réputation dans le milieu du documentaire, ça permet d'avoir d'autres sélections. Ça permet d'avoir d'autres financements. Ça permet de faire d'autres films. Sélectionner un film en festival, ce n'est pas rien, c'est désigner que cette personne-là, on aimerait qu'elle fasse d'autres films. On aimerait que ce film soit vu et que ces autres films existent. Parce qu'il y a énormément d'artistes qui n'ont pas accès à ces festivals-là, et donc leurs productions sont beaucoup plus difficiles à mettre en place. Et donc, en sélectionnant des artistes qui utilisent l'IA comme ça, on est aussi en train, petit à petit, de faire entrer dans le marché du cinéma des artistes qui utilisent l'IA, qui n'ont pas de problème à le faire, et ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, des dizaines de festival en festival, de gens qui vont avoir accès à des financements pour faire des films en IA, et aussi ça donne aussi des feux verts à des financements. Regardez, si vous faites des films en IA, vous pouvez sélectionner, donc vous pouvez les financer, nous on les prendra derrière. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est vraiment pas juste, c'est juste un film, oui, un film, peut-être dans 2 ans ça sera 2, 3, 4, 5, 6... Oui, puis tout ça s'inscrit aussi dans ce que décrit la sociologue, je crois, c'est une sociologue, Jeanne Guin, qui est interviewée par Frustration Magazine, dans la fabrique du désir des innovations. Plus tu les montres, plus tu essaies de les rendre indispensables. Et de faire, regardez, on ne peut plus rien faire sans IA, on en a besoin pour nos films. Alors qu'en fait, on vivait très bien sans l'IA générative et on faisait des très bons films, on fait toujours des très bons films sans ça. Et ça contribue à essayer de les rendre indispensables
dans nos modes de fonctionnement artistique. Très bonne interview qu'il faut regarder, où elle explique très très bien que la désirabilité est construite. Et on le sait très bien, ceux qui s'intéressent à l'IA, qu'on nous force à utiliser l'IA. On les insère au chausse-pied dans des logiciels qu'on utilisait qui n'avaient pas d'IA, pour nous faire payer plus cher. Enfin bref, il y a plein de mécanismes qui nous disent, regardez, vous ne pouvez pas lutter, en fait. Vous ne pouvez pas lutter, c'est comme ça. Et ça, c'est faux. C'est une construction sociale. Nous pouvons tous lutter contre l'IA, et il faut le faire. Et donc, cette année, j'en ai pas vu d'autres, mais il me semble que c'était le seul film à vision du réel qui utilisait aussi ouvertement l'IA, parce qu'il y a plein de films qui l'utilisent. Je crois qu'il y en avait un ou deux autres, j'avais vu passer dans les résumés des films le mot IA des fois quand même. Il y a d'autres films qui l'utilisent en le cachant. Après, il y a des différences entre l'IA qui fait le volume de ton audio, qui va le réparer et générer des images aléatoirement. Parce qu'il y a aussi plein de logiciels qui sont rebrandés IA, alors qu'ils n'utilisent pas d'IA, c'est juste que maintenant, ça, soi-disant, ça fait vendre. Comme Adobe qui a décidé de mettre des trucs en IA, alors qu'en fait, c'est le même programme qu'avant. Mais bref. C'est de la saloperie. Et vraiment, ces films-là nous a énervés parce qu'ils s'attaquent à une question qui est essentielle de l'histoire du cinéma, qui est: c'est quoi une image ? Pourquoi une image existe ? Qu'est-ce qu'on fait des images qui existent et de celles qui n'existent pas ? Et pourquoi certaines existent et pourquoi d'autres n'existent pas ? Et comment on les navigue ? Et en fait, ça, c'est une question qui est en train d'être détruite, que l'IA détruit complètement, qu'elle s'attaque. Et je sais pas, je trouve ça... Il y aurait sûrement un texte beaucoup plus intéressant que ce qu'on dit à faire là-dessus. Mais voilà. Saoulé, ouais. Bon, et ben... Et surtout de mettre ça à côté de Normal Planet, en fait. Je me demandais quand t'allais dire ça. Qui est plutôt une célébration du réel par le numérique, qui est plutôt une recherche de relations saines. Alors ça se trouve, j'en sais rien, peut-être qu'ils aiment l'IA, mais fou. On espère que non. Mais qui est une célébration plutôt des relations entre le monde numérique et la réalité, de comment les deux peuvent dialoguer pour augmenter l'un par l'autre, comment les jeux vidéo peuvent créer du lien social, et tu fous ça juste à côté, tu balances ça comme si, mais les deux dialoguent. Non. Bref, ça m'a énervé. Je suis d'accord. Je me dis qu'on devrait essayer de trouver des chercheurs en cinéma qui ont réfléchi d'un point de vue critique à l'IA. Et aussi, je pense qu'il faudrait terminer là-dessus, c'est que c'est une critique par rapport à Vision du réel. Nous, on prend ça parce qu'on aime le festival, parce qu'on aime les festivals de documentaires, et qu'on pense que c'est sain de critiquer, de poser des questions. Et si ils diffusent ce film-là, c'est bien pour qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'on en parle. Nous, on en parle. Mais on est énervé. Et on s'énerve. Et on pose des questions. Et je pense que c'est sain. Il faut aussi... accepter le dialogue, en fait, dans la culture. C'est normal de se critiquer et d'être énervé et de le dire. Et voilà. Voilà. Est-ce que c'est le voilà final, on passe au film d'après ? Oui. D'accord. Ok. Oui. Ok. Et ben du coup, on passe au dernier film. Oui. Qui est Memory de Vladlena Sandou. Que tu vas peut-être... Comment qu'il parle ? Ouais, en fait, moi, je l'ai vu et je l'ai pas trop aimé, mais j'ai zoné un peu pendant ce film. Donc, tu vas peut-être en parler, toi. Je sais que c'est un film qui avait l'air d'être particulièrement apprécié par l'équipe. C'est un film qui a été... qu'on nous a recommandé aussi. Qui a été financé par une bourse de Vision du réel aussi. Elle avait fait le pitch, je crois, l'année passée. Et qui était très content d'avoir cette année. Et c'est un film qui, ne nous a pas convaincus, mais je pense que c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi. Parce que c'est un film, donc, qui est un récit extrêmement traumatique de la réalisatrice, qu'elle a vécu après la chute de l'URSS, alors elle est ukrainienne, c'est ça ? Parce que c'est un peu compliqué, parce que entre où elle est née, où elle a vécu... Elle est née en Crimée et envoyée à 6 ans chez ses grands-parents à Grozny. Ouais. Et du coup, une guerre éclate entre la Tchétchénie et la Russie. Voilà, c'est ça. C'est très compliqué, elle vit beaucoup de violence dans son enfance. Et c'est un film qui, pour adresser ces sujets qui sont hyper importants, qui sont aussi d'un récit très intime, très personnel, utilise une forme qui s'inspire beaucoup de la fiction. C'est assumé, hein, elle le dit au début que le film est sous le patronage de Tarkovsky notamment, qui a aussi beaucoup parlé de souvenirs d'enfance et tout ça dans son cinéma. Sauf que c'est un film qui du coup prend beaucoup de distance avec le réel, parce qu'il passe par beaucoup d'images qui sont
très travaillées, souvent très belles. Très symboliques aussi. Très symboliques, oui. On a un gorille, par exemple, où on a des ballons colorés qui apparaissent lâchés au ralenti dans un jardin à un moment donné. Donc on a vraiment tout un travail onirique du symbole, effectivement de la signification, du sens, par les images qui sont très belles et qui sont très travaillées. On a toute une fausse scène de théâtre aussi. Avec des jouets. Avec des jouets et tout ça. Et ça fait un film qui est très éloigné du réel, de cette situation qu'elle vit à l'époque. Et je pense qu'en tant que personne qui vit ces événements, je comprends tout à fait de devoir passer par une forme de fictionnalisation, de devoir passer par une mise à distance, par l'image, par le travail, par la construction. Mais malheureusement, ça, c'est une pratique artistique qui, moi, personnellement, me touche très peu. Surtout que c'est un film qui est inondé de voix off, qui est constamment guidé par une voix off très monotone. Encore une fois, ça se comprend dans le choix de mise en scène, dans pourquoi faire ça, pourquoi le faire de cette façon-là. Ça a beaucoup de sens avec l'histoire qui est racontée et avec ce qu'elle veut en faire. Mais nous, c'est vrai que ça nous a pas du tout touché. C'est une forme de cinéma documentaire qui ne nous parle pas. Ouais, puis qui est extrêmement contrôlé, mais pareil, enfin, on peut le répéter à chaque fois qu'on dit quelque chose, ça se comprend, et que moi je trouve du coup très peu vivante, très figée en fait, et d'ailleurs le sujet du film est très en lien avec la mort quand même, et du coup c'est un peu ça qu'on reçoit, quoi. C'est du passé en plus, et c'est ça, et qui est très atonal, ou qui est toujours sur la même ligne. Oui, parce que c'est ça pendant 1h40. C'est ça, de souffrance et tout ça. Alors on comprend tout à fait, mais ce qui fait que les plongées dans des moments encore plus violents ne le sont pas vraiment, restent toujours sur la même ligne. Et c'est vrai que quand le film descend petit à petit dans les violences de la guerre, ça ne se sent pas. En tout cas, on n'est pas embarqué parce que le film est tout le temps triste. Alors peut-être que cette période-là était comme ça et que c'est comme ça qu'elle le ressent. Et on va pas lui faire ce procès-là. Mais ça fait que pour nous, en tant que spectateurs, c'est difficile à recevoir. Pas tant parce que ce qui est raconté est difficile, mais effectivement parce que c'est comme ça très, très atone. Oui, puis peut-être on peut me reprocher ce que je vais dire. Je suis pas sûre d'être ultra au fait avec ce que je veux dire, mais il y a plein de façons d'essayer de raconter ou de recréer le passé. Et cette façon qu'elle a choisie met très à distance et reste très dans le englué, comme tu dis, dans le triste du passé, qu'il était peut-être, mais ce qui fait que vraiment c'est un passé qui nous est présenté comme un passé. Alors que parfois on peut essayer de retrouver ce qui vit dans le passé ou ce qui vit dans le présent du passé. Enfin voilà, il y a plein de façons de le montrer. Celle-là en est une qui ne parvient pas à sortir un peu de cette espèce de glu du passé. Mmh. Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ce film. T'as d'autres choses à dire ? Non. Ok. Eh bien, ceci achève notre petit bilan de vision du réel. On a choisi de ne pas parler de tous les films qu'on avait vus, de parler quand même plus majoritairement des films positifs. Qu'on a aimé, ouais. Oui, il y a sûrement plein d'autres qui étaient bien, mais qu'on n'a pas pu voir. Oui, qu'on espère pouvoir voir et qui seront distribués. On le souhaite dans des salles. Voilà, est-ce que tu veux quand même faire des recos ? Oui, on peut faire une reco. Je peux vous recommander l'album de Nine Inch Noise, qui est, de ce que je comprends, une performance live, en tout cas la préparation de la performance live de Coachella entre Nine Inch Nails, en tout cas Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails, qui ont l'air maintenant de représenter le groupe, et Boys Noise. Donc ils ont formé Nine Inch Noise, et c'est des reprises de chansons de Nine Inch Nails qui... Il y a certains classiques comme Closer, et d'autres chansons plus récentes, notamment une chanson qu'ils ont fait pour la BO de Tron. Et c'est vraiment super. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai vu des critiques, notamment celle de Needle Drop, qui étaient un peu moins convaincues, et je suis d'accord globalement avec ce qu'il dit, mais moi, je trouve que c'est un film qui m'a donné... un album qui m'a donné beaucoup de plaisir à écouter, qui est à la fois qui est un peu des fois on dit tout changer pour rien changer, là c'est rien changer pour tout changer, qui s'inscrit à la fois en continuité de ce que fait Nine Inch Nails depuis de nombreuses années, mais qui a aussi une espèce de retour aux sources. En tout cas, j'ai l'impression que leur collaboration avec Boys Noise, elle est hyper naturelle, qu'elle se fonde très très bien, et que ça permet au groupe de retourner à d'autres racines, et en même temps d'offrir un son qu'on a encore rarement entendu,
Il y a des passages vraiment beaucoup plus bruts, beaucoup plus violents, et ça fait plaisir d'entendre un album sur cette tonalité-là, qui est toujours très haut en énergie, un peu abrupt, un peu qui gratte, un peu abrasif. Après leurs années de BO, dont certaines que j'aime beaucoup, mais une BO, c'est forcément... C'est un peu différent comme travail, et à écouter, surtout en dehors du film. Donc voilà, j'étais très content de les revoir sortir un album qu'on peut écouter comme ça, et puis prendre du plaisir, quoi. Merci Alexandre. J'aime bien tes tunnels reco. Bah quoi ? Ils sont super. Faut donner envie. Faut donner envie. Et moi, je vais un peu tricher, mais pas vraiment, où je vais recommander un truc qui avait déjà été recommandé, mais comme c'était par la personne qui avait produit l'œuvre, ça compte pas. Ah oui. Et c'est la bande dessinée L'usine du pire de Fanny Vaucher et de Pia Chazard, que du coup j'ai lu entre la dernière fois qu'on a fait le podcast avec Fanny. Et que je qui était sur La sagesse de la pieuvre. Oui, allez l'écouter. Allez écouter. On devrait faire un bingo du nombre d'épisodes qu'on cite dans chaque épisode. Et donc, qui se passe sur une soirée dans laquelle quelqu'un, la protagoniste, va visiter un élevage industriel de porcs, et du coup se promène dans le bâtiment et va prendre des photos et fouiller. Et il y a quelque chose de très cauchemardesque et en même temps très réel dans la visite de ce bâtiment la nuit, avec des milliers d'yeux des individus que sont les porcs qui les regardent, et elles vont vraiment observer toutes les pièces, là où il y a les médicaments, là où il y a donc les femelles qu'on va inséminer de force pour produire des petits. Et il y a vraiment des moments où la bande dessinée se permet de sortir de cette espèce de réalisme, parce qu'elle dessine à partir de photos, Fanny, pour aller dans l'exacerbation de l'émotion, de l'horreur ressentie pendant cette visite. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était un très bon travail qui mêlait justement aussi fictionnalisation par les moyens que la bande dessinée apporte, et documentaire par cette enquête du coup que Pia Chazard a réalisée. Et voilà, c'est une très très bonne bande dessinée qui renvoie aussi et qui donne envie de lire d'autres ouvrages sur l'élevage industriel et de militer contre de manière générale. Voilà, je recommande. Bravo. Merci. Oui, il y a aussi Escape from the 20th Century qui était super cool. Ah ouais, c'était drôle. Surtout si vous, comme nous, vous aimez pas Everything Everywhere All at Once. C'est mieux ça. C'est vachement mieux. C'est grossophobe par contre. Ouais, c'est vrai. C'est moins bien ça. Ça, c'est moins bien. Voilà. Mais c'est saucissophobe. Oh non, j'ai fait une blague de daron. Waouh. Everything Ludi, Everywhere qui All fait at son Once. coming out anti-woke. Non, c'est grossophobe et c'est pas ok. Alors, bonjour, nous accueillons Nathalie Eilish aujourd'hui. Est-ce que le wokisme est un totalitarisme, Ludi ? Non, c'est grossophobe, c'est pas bien. Je me suis fait recadrer, avec raison. Mais la mise en scène est super. C'est vachement mieux qu'Everything Everywhere All at Once en termes de mise en scène. C'est difficile de faire pire. Et en termes d'effets spéciaux, de dynamique, de voyage dans le temps, de tout en fait. Franchement, ouais. Ça c'est vraiment le pied. Mais bon, éviter les blagues grossophobes. Quoi. Oui, si possible, ne pas. On en pense quoi ? Ça aurait pu être facilement évité. Mais en même temps, non. En même temps, quoi. Les joueurs de Street Fighter 2 sont gros. Non, voilà. j'allais dire que ça allait pas être facilement évité, parce que toi, je pense que tu penses à la fin du film. Ouais. Mais en fait, il y a tout un des personnages principaux qui est traité de manière ultra grossophobe aussi. Oui, bien sûr. C'est vraiment le lore de ce personnage, c'est qu'il est gros quand il est jeune et qu'après il l'est pas. Oui. Donc ça, c'est aussi grossophobe. Oui. Donc en fait, c'est clairement dans le film, c'est pas juste le truc à la fin. Oui, bien sûr, c'est une passion du réalisateur. Voilà. Voilà, j'ai rattrapé ma blague pourrie. Ouais, c'est bon. Bon, allez, ciao bonne. On dit ça, non ? Tac. Salut. Au revoir.